Bonjour les amis, c'est parti, on est en direct avec Pascal. Bonjour. Ouais, alors franchement, je vais d'abord commencer par vous dire bravo. Parce que vous avez réussi à le faire venir devant la caméra et je peux vous dire que c'est une grosse galère pour sortir Pascal de derrière l'ordinateur. Parce que d'habitude, Pascal, c'est toi qui fais les montages. Depuis plus de 2 ans, c'est Pascal qui vous régale avec les génériques, notamment de la déprogrammation avec Sylvain Laforest, avec les génériques de Guerre et Mensonges. D'ailleurs, nous sommes en été 2022 et on a commencé cette incroyable aventure avec Sylvain Laforest exactement il y a 2 ans. Ouais. Et c'est moi qui faisais les génériques au début. C'était assez sommaire en somme, mais finalement c'est devenu une institution. Et donc maintenant c'est Pascal qui s'occupe de toute la post-production. Et d'ailleurs, peut-être que vous le connaissiez déjà sur YouTube sous Pascal Prod. En tout cas, les amis, vraiment, je vous félicite d'avoir réussi l'exploit de faire parler Pascal. Et Pascal, il a aussi une autre casquette maintenant, c'est que, eh bien, il est papa d'Evie, puisque c'est ton premier bout de chou. Et en fait, on a lancé cette aventure de faux départ ensemble l'année passée quand j'étais encore enceinte d'Evie. On a attendu que j'accouche pour pouvoir diffuser les premiers épisodes de faux départ. Et vous avez été très nombreux à nous dire qu'effectivement, les hommes, et ça je l'avais remarqué d'ailleurs quand j'étais enceinte l'année passée, eh bien ils sont jamais là, ils sont toujours absents, on les voit pas, ils rasent les murs. On a fait d'ailleurs avec Julie Bonaparte une capsule spéciale sur les chouchous, vous pouvez la retrouver sur mes vidéos Instagram, vous pouvez aussi la retrouver sur ma chaîne YouTube, ou alors le mieux c'est d'aller sur emmacruzy.com. Pascal, il a fait super bien son travail, donc il a tout classifié, il y a un univers faux départ, allez voir. Et cette capsule sur les chouchous, eh bien, elle a déjà mis en jambe un certain nombre de couples, et vous êtes très nombreux aussi à nous avoir écrit pour nous faire part de votre expérience. Ça, c'est extraordinaire, et ça, je vous en dirai un peu plus durant l'été. Mais en tout cas, je peux déjà vous dire une chose, les amis, c'est que un deuxième livre sortira, ça c'est une évidence, avec les récits de naissance. Vous êtes très nombreux, et c'est vrai que c'est plutôt toi, Pascal, hein, Qu'est-ce que j'ai fait qui lit les emails, ouais. Et qui me les transfère aussi certains, et c'est extraordinaire de voir à quel point, eh bien, c'est inspirant pour vous, notre histoire, tout le travail qu'on fait avec la famille Bonaparte aussi, et la formation maintenant qui est sur pied. Vous pouvez retrouver aussi sur emmacruzy.com la préparation en ligne à la naissance pour se déprogrammer, parce qu'on s'est rendu compte qu'on est extrêmement programmé à avoir peur. Moi aussi, je vous raconte la première expérience que j'ai eue avec ma première fille en 2013. Et vous avez donc tout le récit de ce dont on va vous parler dans le livre que j'ai écrit donc quand Evie venait de naître. Ça a été un marathon parce que j'avais besoin d'exprimer tout ce que j'ai vécu. Aussi, la naissance d'Evie, il fallait que ce soit frais. Même déjà 7 ou 10 jours après, je te disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des moments blackout total. Et en fait, dans ce livre, Se réapproprier la naissance, donc le premier de la collection Faux départ, eh bien, à la fin, vous avez tout le récit de l'accouchement. Et j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur les hommes, les partenaires, comme étant les gardiens du temple. Et ça, j'en ai souvent parlé dans l'émission Faux départ, sur YouTube, ou vous pouvez voir sur Instagram. Et en fait, rien de mieux que de demander à un homme. Alors déjà, on va parler de plusieurs choses. Pascal, tu vas nous dire comment toi tu as vécu les choses, parce qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont curieux, hein, c'est pas que pour les femmes, mais c'est aussi pour les conjoints. Déjà, il y a une chose qu'on a souvent dite dans Faux départ, c'est que les hommes, malheureusement, sont souvent plus rassurés par la technologie que par tout ce qui est naturel. Donc déjà, tu t'adresses peut-être à des hommes ou à des femmes. Alors, je vais essayer de voir si j'aperçois des commentaires, des questions. Mais j'en ai noté parce que vous m'en avez déjà envoyé plusieurs. Donc ça, j'avais déjà noté, les amis. Alors, essayez, si jamais vous avez des questions, je vais essayer de les attraper au vol, mais ça va pas être simple parce que vous êtes beaucoup à écrire certaines fois. Toi, déjà, la première chose que j'avais envie de te demander, c'est pourquoi tu étais partant pour une naissance à la maison, alors que la plupart des hommes, ça c'est quelque chose qui est revenu, ils sont plus rassurés de savoir que leur femme, elle est dans une clinique ou une maternité que à la maison. Parce que déjà, j'avais confiance en nous deux.
et ça me semblait pas nous représenter que d'avoir besoin, même dans ce cadre-là, de compter sur, là en l'occurrence, l'hôpital ou des personnes du corps médical. Je sais, j'avais vraiment cette sensation que nous deux, on peut le faire. Si tout va bien, si tout se présente bien, nous deux, on peut le faire. J'ai pas trop, j'aime pas à la base déjà les hôpitaux. J'aime pas trop ça parce que c'est vrai que ça me rappelle tout le temps il y a ce truc quand on rentre dans un hôpital où Surtout depuis 2020, c'est quand même devenu l'hôpital psychiatrique à ciel ouvert, hein, le monde dans lequel on vit. ouais. Je crois pratiquement dans tous les pays dans lesquels on est. Et effectivement, c'est avec les masques aussi. Ouais. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, en plus, tout ça, c'était hors de question pour moi. De devoir se confronter à ça, à ce système-là, à ce moment-là, effectivement, avec les masques et autres. Il y a eu tout un ensemble de choses qui faisaient que j'étais persuadé que tous les deux, si tout se présentait bien, on allait pouvoir le faire. Ouais. D'ailleurs, ça c'est quelque chose, je pense que les amis, peut-être vous allez vous reconnaître, souvent quand les partenaires sont impliqués, ils disent on va accoucher et pas ma femme va accoucher Ouais. ou hein, c'est quelque chose qui Ouais, ensemble. voilà. Ouais. Bon, ça on va y revenir. Effectivement, il y a un moment donné, on est très seul, hein, les filles, quoi qu'on veut faire, c'est comme ça. Mais bon, ok, donc déjà, pas de fascination technologique pour toi, un milieu un peu plus calme. On a eu une sage-femme, d'ailleurs qu'on salue. Salut Nathalie, si tu nous regardes. J'imagine que pour toi, c'était nécessaire de te sentir à l'aise avec une personne de confiance. Parce que ce qu'il faut quand même dire, c'est que j'ai eu en début de grossesse un suivi avec une gynécologue et Pascal qui m'accompagnait. Bah en fait, toi, tu disais jamais rien. Non, j'écoutais, j'essayais de comprendre un peu aussi son métier, ce qu'elle apportait comme conseil, tout ça, mais sans trop dire quoi que ce soit. Et c'est vrai que je me souviens que j'ai pas trop accroché. Je sentais trop le côté protocole de tout ça. Ça sentait beaucoup trop les choses. C'était pas assez porté sur toi, mais il y avait trop un sentiment de on fait comme ça parce que c'est le protocole. Je sentais que elle était pas assez, c'était pas assez personnalisé finalement. En revanche, quand on a été donc au premier rendez-vous chez notre sage-femme, j'ai découvert un conjoint complètement transformé. C'est vrai, tu lui posais plein de questions, tu étais beaucoup plus à l'aise. Ouais. Et je sais pas si tu as envie par rapport à ça de dire quelque chose aux hommes qui regarderont cette vidéo ou qui sont en direct maintenant par rapport à ça. Ben, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que pour faire aussi le lien avec ta question d'avant, c'est que j'ai plutôt un état d'esprit un peu viking. Moi, j'aime bien quand on se débrouille, nous, en petit village, en fait. Mais on vit quand même avec l'électricité, hein, je vous rassure. Mais c'est vrai que... Et puis, c'est vrai que là, avec cette sage-femme qui nous parlait d'accoucher à la maison, ça commençait à prendre beaucoup plus sens pour moi. Et je me disais, ok, c'est vrai quand même qu'il y a un moment donné où on se dit, il y a un côté où ça fait peur, quoi qu'il en soit. On peut avoir confiance, etc., mais on peut aussi avoir beaucoup de questions et de doutes à un moment donné. C'est évident, c'est même sain. Mais en parlant avec elle et en l'écoutant, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de confiance parce que j'ai ressenti qu'elle était, comme je suis moi, elle était très calme, posée, et on sentait qu'elle avait, elle disait pas les choses pour nous faire plaisir, et on sentait qu'il y avait son expérience qui était là et qu'elle avait pas besoin de le prouver ou quoi, mais ça se ressentait. Ça m'a fait du bien. Et je pense que c'est quelque chose aussi de se dire que peut-être il est nécessaire de voir plusieurs sages-femmes avant de se sentir peut-être à l'aise. Oui, peut-être pour certains. Peut-être pour certains. Mais à partir de quand tu as réalisé vraiment que tu as eu une prise de conscience? Parce que je me souviens qu'à 5 mois de grossesse à peu près, bon, nous, on n'a pas arrêté pendant ma grossesse, c'était non-stop, les vidéos, on en faisait plus de 4 par semaine, enfin, c'était un rythme très soutenu. Ouais.
Et un jour, je vois Pascal en train de travailler parce que bon, dans le bureau, il a pas mal d'écrans autour de lui, c'est comme une tour de contrôle. Et sur un des écrans, je te vois en train de regarder Urgence, mais Ouais, pour les accouchements. Et d'ailleurs, on en a souvent parlé avec Julie dans Faux Départ en disant au couple, interdiction de regarder de ces faire trucs ça. parce qu'on voit les femmes sur des brancards avec Ah ouais, des scènes pas possibles. ouais. Et tu regardais ça, t'écoutais ça, et je me souviens, tu m'as dit, oui, je suis en train de me préparer pour le jour J. Mais parce qu'en fait, j'étais parti du principe sans savoir que j'allais regarder ce qui pouvait potentiellement être le pire. Et comme ça, sachant ce que c'est le pire, je me dis, ben, nous, en tout cas, il y a de fortes chances, j'espère à ce moment-là qu'on ne tombe pas là-dedans. Et du coup, bon, bah, si ça, c'est le pire, déjà, j'ai vu ce à quoi ça ressemble. Mais nous, non, c'est sûr et certain que ce sera beaucoup plus soft. D'autant Donc, plus que il y a une chose que tu as découverte après, c'est l'effet toboggan. ouais, oui, On va pas parler de ce genre d'émission. Moi, vraiment, je vous encourage aussi à les boycotter parce que, sauf si, comme moi, vous faites des travaux de recherche et puis que vous avez envie de voir ce qui se passe dans la vraie vie, ce qui est une catastrophe parce qu'au final, tout est induit. Donc, on va pas parler de ça aujourd'hui avec Pascal, mais par contre, donc, tu nous confirmes pour les partenaires, parce que nous, ça revient à chaque fois. mhm, Euh, Moi, j'ai envie d'accoucher en physiologie. Alors, ça peut être à la maison, ça peut être dans une maison de naissance, ça peut être sur un plateau technique aussi, parce que bon, c'est vrai que on peut pas forcément toujours avoir l'enfantement qu'on rêve d'avoir selon si on a, tu sais, en France, il y a aussi toute une problématique de trouver des sages-femmes qui ouais, peuvent accompagner, hein. ouais, Mais finalement, les, les, les partenaires, t'es toujours en vie. tout va bien, Tu ouais. rassures tous les partenaires, c'est faisable. Il n'y a pas besoin d'être un pro de l'accouchement pour se lancer. Non, en fait, ça va même au-delà de ça parce que c'est vrai qu'au début, j'ai commencé par regarder ces émissions qui sont complètement anxiogènes. Et si tu veux, pour par la suite avoir vu d'autres émissions de personnes qui accouchaient à la maison et tout ça, et pour l'avoir vécu, je me dis que si tout se présente bien, mais je comprends pas pourquoi aller à l'hôpital, vraiment. Je comprends pas pourquoi ne pas donner cette chance aux parents. Je comprends pas pourquoi donner cette chance à cette future maman de lui dire, bah, je vais être là parce que si tout se présente bien, il y a une sage-femme qui est en backup là. En tout cas, pour nous, c'était comme ça. Ça m'a aussi conforté. Et puis, ben, mais, ben alors, pourquoi aller à l'hôpital dans ce cas-là? On n'est pas, ça rejoint ce que tu dis souvent, mais on n'est pas malade, enfin, on n'y va pas pour, tu sais, quelque chose de mal, de négatif. Alors oui, il y a toujours le côté au cas où, mais par rapport à tout ce qu'on a pu lire et se renseigner avant, finalement, le au cas où devenait tellement faible, tellement en termes de pourcentage, que c'était vraiment ok de le faire nous à la maison. Et aujourd'hui, ouais, je sais que je peux que conseiller, rassurer tous les futurs papas de, il faut se donner cette chance. Moi, j'ai pas connu l'accouchement à l'hôpital, mais quand j'ai suffisamment vu, entendu, et puis je vois la différence de ce que moi j'ai pu vivre. Je parle aussi avec d'autres papas qui me racontent leurs histoires dans les hôpitaux. Je me rends compte à quel point quand ils savent pas que nous on a accouché à la maison, je me rends compte dans leur discours à quel point ils sont dans une autre réalité que celle que moi j'ai vue, et je trouve que la mienne est vraiment belle d'avoir vécu ce moment. Et je pense que il y a énormément de parents qui pourraient vivre cet instant comme celui-là. Alors, pour que vous sachiez comment ça s'est passé, donc j'ai commencé à découvrir ce que c'était justement cet effet toboggan. Vous pouvez aller le voir aussi. Pascal, tu vas le mettre sur notre site. C'est fait. Je Ah, l'ai fait juste avant. ah, ça fait des jours. J'ai dit, tu peux mettre le toboggan sur notre site, dans les documents à télécharger. Vous avez d'autres documents. Alors pour l'instant, je l'ai mis que dans la formation, Ah, mais je vais le mettre après. Oui. bon bah tant mieux. Ça Comme sera ça, fait vous pouvez dans. offrir cette formation aux personnes qui vous sont chères. Enfin un cadeau utile. Non mais c'est vrai, faut arrêter d'acheter des habits ou des doudous. De toute façon, tout le monde sait très bien qu'on n'utilise jamais les doudous qu'on reçoit. Faut pas le dire aux belles-mères, mais c'est les parents qui choisissent les doudous. Arrêtez d'offrir des habits à vos amis qui entendent des bébés. Offrez-leur des bonnes formations, des bonnes prépas à la naissance. Et la nôtre en fait partie. Je dis la nôtre aussi parce que c'est vrai que
c'est toi qui as mis en forme tous les podcasts que j'ai enregistrés, les vidéos, etc. Bref. Donc, effectivement, ce toboggan-là, vous pouvez le trouver dans l'information et vous pourrez le télécharger évidemment hors formation sur le site et vous l'avez déjà dans mon profil ici sur Instagram. Quand j'ai commencé à expliquer à Pascal ce que c'était que la physiologie, eh bien, j'ai surtout commencé à faire des parallèles avec l'effet toboggan. Et l'effet toboggan, en fait, ce que je t'expliquais, c'est par rapport à ma première expérience, parce que moi, j'ai été donc sur ce toboggan-là, basiquement, on peut y rentrer avec plusieurs cas de figure sur ce toboggan. Évidemment, c'est une image. Par exemple, quand on fait une péridurale, eh bien, on se retrouve couché sur le dos. Et le fait d'être couché sur le dos fait qu'on perd la mobilité, la gravité. Donc, il y a toute une série de choses après qui se passent différemment que ce que Mère Nature a prévu. Et donc, ce qu'on faisait avec Pascal pendant ma grossesse, c'est que souvent le soir, alors déjà, je t'ai montré beaucoup de vidéos de naissance avec, on peut faire des recherches, notamment sur Instagram avec le hashtag FreeBirth ou HomeBirth, naissance à la maison, etc. Et vous voyez des vidéos. Alors c'est vrai qu'au début, les premières qu'on voit, ça surprend quand on s'attend pas, d'autant plus si tu manges devant. Mais disons que ça met tout de suite dans la réalité de ce qu'on vit et ça enlève le côté peut-être un peu choc au début parce qu'on n'a pas grandi avec ces images-là. Ah ouais, non, au contraire. Ouais. Non, les séries télé et les films qu'on a pu voir ne montrent pas cette réalité-là. Non, c'est ça. Et donc, en te parlant de l'effet toboggan et de ma première expérience, déjà, je t'ai mis au parfum de finalement ce que ça donne quand on part du principe que l'autre c'est mieux que moi. Là, en l'occurrence, moi, je parle souvent de la soumission à l'autorité médicale. Bon, alors, c'est vrai que j'ai pas eu besoin de beaucoup de travailler au corps parce que toi, tu as déjà ça en toi, comme tu disais, avec ce côté un peu viking friendly. Ouais. Donc, ça, c'était simple, entre guillemets, pour toi. Ouais. Maintenant, ce qu'on dit aussi dans l'émission Feu départ, c'est le rôle capital du conjoint qui est de préserver l'espace sécuritaire en n'ayant pas peur déjà. Alors, comment tu peux expliquer le fait que tu n'avais pas peur? Parce que vraiment, le jour J, maintenant on va arriver dans le jour J, donc on est le 24 septembre 2021, on est donc à la maison, et toi, j'ai pas ressenti à un moment donné que tu as eu peur. Parce que la femme qui accouche, peut-être que vous le savez déjà, mais elle ressent tout. Et justement, le message énergétique d'un partenaire qui est en panique, même s'il dit « mais ça va chérie, la petite tape un peu nerveuse comme ça », la femme, elle sent en fait. Et donc cette adrénaline qui est contagieuse peut vraiment créer des problèmes et mettre la femme sur le toboggan des problèmes. Ouais. T'as pas ressenti la moindre peur? Non. Non, j'ai pas ressenti la moindre peur. Je pense que c'est difficile parce que dans ce moment-là, c'est pas vraiment conscient. C'est vraiment au fond de moi, j'ai pas peur. Parce que tu t'es quand même fait réveiller. Oui. Je sais pas si tu as envie de raconter comment tu t'es fait réveiller, parce que toi, il y a une partie de l'accouchement que tu as complètement zappé. Ah oui, je dormais bien. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais pris des notes, les amis, parce que évidemment, il y a plein de choses qu'on oublie. Et tout est très précis dans le récit du livre. Et de la vidéo aussi où je vous raconte ça dans la formation. Tu vois, j'ai noté que je t'avais réveillé à 5h30. Moi, j'ai eu ma première vraie contraction très forte où ça a démarré à 4h du matin. Ouais. Donc, pendant 1h30, j'étais seule. Ouais. Alors, comment tu t'es fait réveiller? Raconte-nous. Eh ben, je dormais vraiment très bien. Et je me suis fait réveiller par quelqu'un qui grognait un peu et qui me poussait l'épaule comme ça, qui m'a poussé l'épaule. Alors, j'ai ouvert la moitié d'un œil. Et je me souviens que tu m'as jeté ton téléphone presque à la figure et tu m'as grommelé un truc qui disait « débrouille-toi ». Oui, mais il faut que tu expliques ce qu'il y avait sur le téléphone parce que... Mais je vais y venir. Voilà, d'accord. C'est que moi, à ce moment-là, alors débrouille-toi, de quoi? Qu'est-ce que j'ai loupé? Et donc j'ouvre un autre œil et je regarde le téléphone puisque tu me l'as jeté et je vois que sur le téléphone, ça clignote en rouge. Et il y avait écrit « Aller à l'hôpital ». Et oui, parce qu'en fait, ça fait bizarre, hein. Oui, mais
En fait, sur le téléphone, on avait installé une application qui calcule la durée des contractions et les pauses entre les contractions. Voilà. Ça s'appelle Contraction Timer. Donc ça, il y en a plein gratuites, vous pouvez les chercher sans problème. Mais ce que je dois dire, c'est que cette application, on l'a installée, c'est bien. C'est bien, on va pouvoir calculer. Mais le truc que j'avais pas pensé, c'est en fait, ok, on a installé cette application, mais je ne savais pas du tout comment elle fonctionnait, cette application. Non, c'est ça. En fait. Parce que la sage-femme avait convenu avec Pascal que tu la contacterais quand mes contractions seraient toutes les 10 minutes. Ouais. Depuis. Il y avait, je sais même plus, il y avait un. Oui, non, elle avait dit quand c'est toutes les 10 minutes, à partir de là, il faut m'appeler. Voilà, parce qu'elle avait le pressentiment que ça irait vite, que c'était mon deuxième bébé et que voilà. Sauf que je me suis retrouvée seule pendant 1h30 parce que j'avais envie qu'on me fiche la paix. Et surtout, je croyais plus que j'allais accoucher parce qu'évidemment, en fin de grossesse, c'est classique. Les femmes, on pense qu'on sera enceinte pendant 10 ans et je déprimais parce que je me suis dit, de toute façon, j'accoucherai jamais, je serai enceinte toute ma vie, j'en peux plus, etc. Donc, j'avais peur de faire une fausse joie. Ouais. Et c'est vrai que je comprenais plus rien déjà là. Et je me souviens t'avoir jeté le téléphone en te disant démerde-toi. Ouais. Démerde-toi maintenant avec ça. Ouais. Et effectivement, comme les contractions étaient très proches et il y avait plus beaucoup de pauses, ça clignotait en disant allez à l'hôpital. Voilà. Sur un schéma classique, on aurait dû donc aller à l'hôpital. Et moi, il faut à ce moment-là que je dise aussi que il faut que je retombe dans notre schéma à nous en disant non. Alors l'application me dit ça, mais c'est dur au réveil de faire ça. C'est-à-dire l'application est en train de me dire ça, mais nous c'est pas notre schéma. Donc qu'est-ce qu'il en est en fait vraiment de tout ça? Donc il a fallu que je revienne dans le menu avant, que je regarde, que je comprenne où était le timing de tes contractions et que je constate que finalement c'était des contractions que tu avais toutes les 4 minutes. Ah voilà. Bah tu vois, je regardais même plus. Et moi à ce moment-là dans ma tête, j'avais très bien enregistré parce que dans la salle de bain, j'avais affiché un petit peu tout mon truc et je me rappelle qu'il y avait appelé Nathalie la sage-femme à 10 minutes. Et quand je me dis que ça fait 4, je me repose 2 secondes, je me dis attends, est-ce que c'est vraiment ça? Oui, 10 et là on est à 4. Ah voilà. Et du coup là ça y est, OK. Là c'est on y va là. Donc là, j'ai sauté du lit, j'ai sauté sur mon téléphone pour lui envoyer un message et pour lui dire on est à 4 minutes. Et pendant ce temps, qu'est-ce que je faisais? Tu grommelais, tu faisais des mouvements sur le lit, tu t'appuyais. Est-ce que j'avais mon ballon en haut? Non, parce pas encore. La chambre est à l'étage et moi j'ai passé 1h30 en bas dans ma cuisine. Si vous avez déjà lu mon livre, vous faites la prépa, vous le savez. Mais pour ceux qui ne sont pas encore inscrits ou qui n'ont pas lu le livre, en fait, j'ai commencé le début de l'accouchement seule, donc en bas dans la cuisine, en train de me bagarrer avec une fichue cave à vin qui faisait de la lumière. Et ça m'a beaucoup perturbée, alors que c'est une lumière vraiment quasiment infime. Mais là, j'ai vraiment pu expérimenter à quel point une lumière peut déranger le travail quand on est lancé puis qu'on est en mode vraiment cerveau reptilien. Donc, je suis arrivée effectivement en haut et je t'ai réveillée. Et je me souviens qu'à un moment donné, tu as dû m'amener mon ballon. Oui, je t'ai monté le ballon. Ouais. C'est ça. Tu m'as demandé de l'avoir. Je t'ai demandé. Ouais. Ok. Donc moi, j'ai pas remarqué que tu avais appelé la sage-femme. Mais elle est arrivée, parce que j'ai tout évidemment le déroulé. Elle est arrivée 45 minutes après ton réveil. Oui. Exact. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors. Parce que je vous ai pas entendu parler, vous chuchotiez. Oui, il faut laisser cette petite partie-là tranquille. Aujourd'hui, je me souviens plus précisément de la façon dont tout s'est déroulé là, mais il a fallu mettre en place. À ce moment-là, en fait, d'abord, je reste avec toi, mais dès qu'elle arrive, je descends parce que je crois que je me suis accordé avec elle où elle m'a dit je m'occupe d'Emma et occupe-toi de mettre en place la piscine, tout ça en bas. Alors remplir la piscine parce que la piscine ça faisait presque un mois qu'elle était en place. Je vais juste voir si c'est une question.
Alors, on nous dit c'est bon de voir un compère. Tu vois, il y a des hommes qui sont Ouais. avec nous. Salut à tous les hommes, les courageux et les moins courageux. Ça va le faire. Votre livre, je l'ai dévoré en 3 jours. Je le recommande autour de moi. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est vrai que c'est souvent, on nous a dit que on a lu le livre en 1 jour ou 2 jours, ou que voilà, c'est vrai qu'apparemment c'est pas un livre qu'on ouvre et puis qu'on repose et puis qu'on rouvre des années après. Donc il y a du suspense. On est toujours en vie, je suis toujours en vie, tout le monde va bien. Donc la piscine, elle était déjà gonflée dans notre salon parce que nous on vit à Genève dans une pièce avec Pascal. On a quasiment tout dans une pièce. La salle à manger, le canapé où on est quasiment jamais, le bureau avec les écrans d'ordinateur, la cuisine et du coup la salle d'accouchement. Voilà. Et c'est vrai que c'était très difficile moralement parce que à partir de 37 semaines d'aménorrhée, il y avait cette piscine gonflée dans le salon. Et après il y aura une petite partie technique aussi assez rigolote plus tard dans le live. Tu vas nous parler de tes galères. Mais c'est vrai que chaque jour, je me disais, ça peut forcément, parce qu'on vivait avec ça sous le nez tout le temps. Donc toi, t'es descendu mettre de l'eau dans la piscine. À ce moment-là. Je me souviens être descendue avec donc la sage-femme quelques minutes après, et là, je me suis retrouvée dans l'eau. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça se passe comme ça s'est passé? Parce que finalement, tu m'as dit après coup que tu avais préparé tout plein de phrases, tout plein tu disais tout à l'heure que tu avais mis des post-it dans ta salle de bain, non? Par exemple, appeler la sage-femme au bout de temps pour au cas où si tu pètes un plomb de stress, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Et là, je me suis retrouvée donc dans la piscine, et toi, tu avais prévu des phrases pour me soutenir si besoin. Et je sais pas si tu as envie de raconter si tu en as utilisé ou pas, ou comment tu as vécu ce moment-là, parce que bon, voilà. Non, j'en ai pas utilisé en fait. C'est vrai que tu vois, je pensais, j'avais tout plein de phrases dans ma tête pour booster, pour motiver, et j'en ai pas utilisé une seule parce que c'est vrai que l'accouchement s'est déroulé vraiment d'une manière très fluide, quoi. Tout du long, t'as fait je crois quand même, on peut dire que t'as fait le travail rêvé, quoi, qu'il fallait. C'est-à-dire que mentalement aussi, tu t'es mis dans un truc où tu savais qu'il fallait pas que tu sois dérangé par la moindre chose, mais du coup, s'il y avait des choses qui pouvaient te déranger, tu n'y as pas spécialement prêté attention, tu t'es pas attardé dessus, tout ça, tu as fait tout un travail, toi, qui a fait que j'ai pas eu besoin de, finalement, à part ma présence. Oui, mais elle était très nécessaire, surtout vers la fin. Hein. Oui, mais à part ça, c'est vrai que j'ai pas eu besoin, si tu veux, de te dire des choses qui pouvaient faire que ça allait te remonter. Pourtant, je m'attendais à un certain moment de devoir le faire. C'est ce que j'avais pu voir dans la plupart des vidéos d'accouchement à la maison. Il y a un moment où pour la femme, c'est plus difficile. Oui, on va parler de la phase de désespérance parce que c'est souvent là que ça... qu'il peut y avoir justement ces bouffées de stress et cette adrénaline. Mais je me souviens que par exemple, tu mettais des serviettes de bain sur le rebord de la baignoire. Oui. Oui, parce que tu avais les cheveux petit à petit. Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? En fait, au début, tu as commencé en mode Pretty Woman. Et à la fin, tu as fini en glitch. Il y avait les cheveux avec l'eau. Non, c'est vrai que c'est pas le moment d'être pinailleur sur les détails. Non, et puis du coup, tu avais les cheveux mouillés, donc de plus en plus. Et puis après, ça commençait à coller au visage. Et puis, à ce moment-là, il faut dire que tu t'en fous de ce à quoi tu ressembles, etc. C'était un peu l'exorciste, faut le dire. Ouais, complètement. Et moi, c'est vrai que je changeais les serviettes que je mettais sur le bord de la piscine, là où tu te posais comme ça par moment, parce que tu mouillais le rebord de la piscine, et plus ça allait, et plus tu avais des cheveux collés au visage comme ça. Et je voulais quand même un peu te rendre un peu de dignité à ce moment-là. Et du coup, je changeais un peu régulièrement les serviettes là que tu mouillais à force, quoi. Ouais. Je précise aussi que tu avais rempli l'eau de la piscine, tu avais aussi allumé des bougies. Ouais. Hein? Tu m'avais demandé, en fait, on avait fait
une espèce de liste Oui. où j'avais dit à Pascal, voilà, quand ça va être le moment, moi je vais pas m'occuper de ça, donc j'aimerais qu'il y ait une musique, c'était une musique style de méditation angélique avec les anges. Bon, moi je suis très ange gardien, etc. Hein? J'avais tout prévu, hein. Ouais. Ouais. Il y avait des bougies. Ouais. Il y avait les stores. Alors ça, après, Ouais. on peut parler des stores aussi parce que Oui. c'est vrai que forcément, on n'est pas malheureusement dans une maison seule au milieu des champs, donc il fallait quand même baisser les stores. Et puis on les baisse jamais. Et on les baisse jamais. Donc Non. il a fallu vérifier déjà qu'ils fonctionnent. Ouais. Et puis donc remplir la piscine. Une fois que c'était un petit peu tout, il y avait aussi à boire. Oui. Tu peux peut-être nous dire comment t'as géré ça? À partir du moment où la sage-femme est arrivée et elle m'a dit, en gros, occupe-toi du bas, de préparer tout ça. Donc, je suis arrivé, j'ai commencé par mettre la musique, lancer la musique qui durait, j'avais prévu 11 heures de temps en boucle. Parce que je l'avais quand même expliqué à Pascal que mon premier accouchement, ça avait duré 3 jours. Ouais. Et donc, pour moi, ça a été tout un travail aussi de me déprogrammer. D'ailleurs, j'ai souvent parlé de l'EFT, Emotional Freedom Technique, pour justement enlever de ma mémoire cellulaire et de mon inconscient toute cette programmation qui fait que moi, j'accouche lentement, que c'est long, que c'est horrible, etc. Donc, j'ai aussi dû faire ça. Et c'est vrai que je t'ai souvent dit, t'attends pas à ce que ça soit rapide. En l'occurrence, j'ai accouché en 5 heures. Mais voilà. Ouais. Je t'avais quand même prévenu. Hein. Ouais. Alors, j'ai mis cette musique, j'ai allumé des bougies. Pas beaucoup, mais beaucoup trop, a priori. Et puis, qu'est-ce que j'ai pu faire? J'avais préparé des pailles, des jus d'ananas que tu prends jamais, mais là, tu avais envie de ça. Frais. Très frais, ouais. J'avais tout préparé. S'il y avait plus qu'à, c'était vraiment, ouais. En gros, j'avais fait ma to-do list, quoi. Tout était prêt. Et puis après, en même temps, je commençais à faire couler aussi l'eau de l'évier et de la cuisine. Comment t'as fait pour savoir que l'eau, par exemple, était à la bonne température? Moi, j'avais mis un thermomètre en dessous. À combien elle était? 37. J'avais mis un thermomètre et puis elle était légèrement plus que 37 parce que, si je me rappelle bien, la sage-femme nous avait dit qu'on perdrait 1 degré par heure. Ouais, c'est ça. Et puis, si c'est trop chaud, ça peut te perturber. C'est pas non plus, voilà. Et puis, donc, j'ai mis à légèrement plus que 37. Quand j'ai vu que c'était OK, alors là, il a fallu que je raccorde le tuyau qui m'a tant fait galérer. Bon, alors vas-y, on va parler du tuyau parce que ça, c'est vraiment, c'est la réalité du terrain. Hein. Ouais. C'est sûr qu'à un moment donné, ça, si on peut vous sauver la mise, les amis. Pascal, Ouais. pourtant, t'avais reçu, donc je précise que c'était pas notre piscine, la sage-femme nous l'a gentiment prêtée. Ouais. C'est pas une piscine Winnie l'ourson, hein. C'est une piscine faite pour accoucher, donc avec le fond qui se gonfle aussi. D'ailleurs, je fais ce mouvement dans la formation. Tu t'es assez fichu de moi en me disant, t'as vu? Ça veut dire que c'est gonflé en bas. C'est moelleux. Oui, ça coule de source. Je vous raconte des petits moments de coulisses, mais Pascal passe son temps à se foutre de moi. Et ça te remonte le moral, coûte que coûte. Toujours. Oui, puis il y avait plein d'embouts, en fait, qu'elle nous avait donné pour tous les styles de robinet différents. Et évidemment, on avait un robinet pas comme les autres. Il y avait aucun embout qui s'adaptait. Pourtant, il y en avait 5 ou 6 différents. Même notre robinet fait de la désobéissance civile. Ouais. C'est incroyable. Même lui, il n'était pas capable d'être aux normes, comme Non. tout le monde. Voilà, un robinet de complotiste, et voilà. Donc, il a fallu que je fasse des trucs à la MacGyver pour réussir à trouver quelque chose. Donc, je suis d'abord allé acheter une espèce, comme une petite lance de pompier, là, un truc improbable, là, Leroy Merlin. Persuadé que ça irait, en prenant les mesures, etc. Puis quand je reviens, finalement, ça va pas, ça gicle de partout. J'essaye de serrer ça du mieux que je peux avec des colliers et autres, mais rien à faire. Et puis, je sais pas par quoi on est passé, mais il y a eu plein d'autres choses encore. Des embouts, j'en ai commandé sur Internet, j'en ai reçu en me disant, mais j'espère que ça va pas venir demain, parce que j'ai encore pas reçu mon embout. Il y avait ce stress-là de dire, pour l'instant, Oui, parce qu'on n'avait aucun moyen de remplir, donc c'est. non, il y avait pas d'autre. À la maison, comme on n'a pas d'autre moyen de remplir, ou alors, si, il y en avait un, mais il fallait que je branche à l'étage, dans une salle de bain. Enfin bref, c'était peu probable qu'on fasse ça. Conseil d'homme. Il faut tout. Si. Soyez prêts à 37 semaines d'aménorrhée.
Ouais, mais Si même vous avant. accouchez à la Mais maison, même évidemment, avant. parce que Ouais, c'est pas le cas de tout le monde. ouais. Mais en tout cas, Oui, d'être c'est prêt, ça, ouais. de s'y prendre à l'avance. Ouais. Ouais, parce que c'est le genre de truc, ça rajoute du stress. Pour ceux qui accouchent pas à la maison, peut-être aussi, tu as envie de donner un petit tips pour l'essence dans la voiture. Mais c'est ça, on avait aussi pensé si jamais ça se passe pas comme il faut et qu'on va devoir par nous-mêmes griller tous les feux rouges de la ville pour aller le plus vite possible à l'hôpital, il faut aussi se dire est-ce que il y a les trucs de base quoi en plus que je fais jamais moi mais les pneus faut vérifier avant quand même on sait jamais et puis que le plein tout est OK quoi, il y a de la batterie, il y a parce que c'est con quoi, c'est en général en plus dans ces moments-là que il y a un truc qui bug. Donc là pareil, la voiture, tout était prêt, ouais, tout était en place quoi. Il y a une partie après qui est venue au moment un peu plus intense dans le travail, c'est à partir du moment où tu te souviens, tu regardais si mon sacrum commençait à se bomber. Oui. Tu te souviens de ça? Moi, Oui. j'ai un horaire à 8h15 le matin. Ouais. Donc toi, tu as été réveillé à 5h30. Ouais. Hein. Ouais. Et presque 3 heures après, tu voyais le sacrum bomber. Tu te souviens ce que ça signifiait à ce moment-là? On est en bon chemin. Ça s'approche, les gars. Oui, c'est vrai que j'ai vu cette différence parce que j'étais en face de toi et je surplombais comme ça ton dos et c'est vrai que j'ai vu, on voit comme une bosse quoi, au niveau du sacrum. Ouais. Il y a quelqu'un qui te demande si toi, est-ce que toi, tu étais prêt? Voilà. Prêt à quoi? À ce moment-là, parce que ça fait partie des questions qu'on m'a posées. Donc moi, j'avais déjà, je peux jumeler cette question avec une question qu'on m'a demandé. On m'a écrit pour savoir si tu n'avais pas été choqué, parce que accoucher, c'est wild, c'est sauvage. C'est pas justement Instagram, les filtres, les faux ongles en gel, les dents blanches, comme tu disais justement. C'est tel quel. Hein. Ouais. Quand on est dans la physiologie. À accompagner Emma. Pardon, à accompagner Emma. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr que j'étais prêt. Et j'étais prêt à plein de choses. Comment on peut être prêt à quelque chose qu'on ne connaît pas? Parce que ça aussi, c'est forcément aussi... Parce que j'ai regardé des reportages sur tout ce qui va pas. Ouais. En fait, ça m'a servi à ça, de regarder ces reportages qu'il ne faut pas vraiment regarder, à part si c'est comme dans ce but-là, de se dire qu'est-ce qui peut mal tourner pour commencer potentiellement à se préparer. Parce que moi j'ai travaillé beaucoup dans l'urgence, déjà, et c'est vrai que quand tu n'es pas prêt à quelque chose et que ça t'arrive, tu perds du temps à t'y faire. Il faut que tu repousses une limite en toi que peut-être tu n'avais pas entrevue et tu perds du temps. Et dans ces moments-là, c'est trop important, on ne peut pas se permettre de perdre du temps. Donc en ayant regardé ces reportages où les choses se passent pas spécialement bien, du coup, je me suis déjà préparé à me dire, si moi ça m'arrive, ok, je pense que je vais réagir comme ci ou comme ça. Bon, vraiment là, je précise que je vous encourage pas du tout les conjoints à faire comme Pascal, sauf si vous êtes comme Pascal, hyper confiant, parce que pour toi, c'était ah non mais ma chérie, t'es hyper capable. Enfin, à aucun moment t'as douté de mes capacités. Parce que souvent, moi j'ai des femmes qui m'écrivent en me disant que le partenaire il a peur, et donc surtout ne regardez pas ce genre de choses-là si vous êtes déjà dans cette dynamique-là. Voilà. Après toi c'est différent parce que comme t'as effectivement travaillé sur des terrains d'urgence, à la limite t'es presque un peu blasé de tout ça, tu vois. Donc, c'était plutôt factuel. Oui, tout à fait. Maintenant, ça reste un moment sauvage. Il y a beaucoup de tabous. On a fait aussi une capsule spéciale tabou. J'aimerais qu'on parle un petit peu de ça, Pascal, si tu es d'accord. Il y a beaucoup d'hommes qui, justement, témoignent qu'ils ont été choqués. Il y a eu, comme tu le sais, à un moment donné dans l'histoire où on a dit aux hommes et aux partenaires, allez, venez dans les salles d'accouchement, c'est super, il faut que tout le monde soit là, etc. Et il y a des hommes qui se sont retrouvés traumatisés. Parce que ils ont vu déjà leur femme hurler. Il y a eu aussi des histoires d'épisiotomie, machin et tout. La tête du bébé qui sort du vagin de leur chérie. Ils se disent mais qu'est-ce que c'est ce truc? Comment toi t'as vécu ça? Parce que on en a beaucoup parlé avant. Moi j'avais besoin, comme je l'ai dit, si vous l'avez vu cette capsule ou pas, allez la voir ou la revoir. C'est sur les tabous de l'accouchement. Je l'expliquais qu'on a énormément discuté avant, tu vois, de tout ça. Je te disais, mais finalement, est-ce que tu as des blocages, tu as des peurs, etc.
Comment toi, tu as vécu? Qu'est-ce que tu as envie de partager aux autres En fait, partenaires là? ce que j'ai envie de dire, c'est que De dire que c'est trash, en fait. oui, mais en fait, oui, c'est un moment de trash. C'est un moment dans la vie, il y a plein de moments où on peut peut-être réussir à embellir des situations qui sont pas très jolies. Ok, mais dans ce moment-là, ça restera trash parce que c'est vraiment le fondement de la vie. Et il n'y a pas le moment de se poser des questions. Tiens, il y a un peu de sang là, est-ce qu'il faut l'enlever ou non? Tu le laisses parce que c'est comme ça. Il y a des choses qui peuvent déranger, mais c'est comme ça sur ce moment. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour avoir vécu ça à la maison, oui, c'est trash, mais je me dis une chose, c'est que à l'hôpital, si je suis le conjoint qui est dans un coin de la pièce parce qu'on veut me faire plaisir, mais rester là-bas et observer juste ce qui va se passer, soyez déjà content d'être là, je me dis que, sachant tous les protocoles qui sont utilisés dans les hôpitaux, et notamment le fait de voir les femmes, pour la plupart, accoucher sur le dos, je me dis que déjà à la maison, c'est trash alors que c'était fluide, mais alors à l'hôpital, être le conjoint qui vit ça en étant passif, parce que moi là, j'étais actif, mais à l'hôpital, tu es passif. Ou alors tu grimpes sur les médecins et puis il y a tout qui fout le camp, mais je me dis que vivre ça à l'hôpital, ça doit être encore plus compliqué. Alors, dans le cas où la femme, elle est en anesthésie parce qu'elle sent plus rien, le partenaire, il n'assiste pas à grand-chose de trash, entre guillemets, tu vois, hein, parce que la femme, elle sent rien. Il y a un moment donné, il faut aussi envisager ça. Mais le visuel que tu peux avoir sur, je pense, de l'impuissance, peut-être en fonction de ce que tu vois, peut-être de l'injustice. Et avant tout, c'est quelque chose qui t'a énormément marqué quand tu regardais justement des... Oui. Parce que Pascal, je l'ai fait regarder certaines émissions, après coup évidemment, plus dans le cadre de ma préparation en ligne, où je disais à Pascal, voilà, regarde ce qui se passe dans les maternités. Et là, après coup, tu me disais, mais c'est des boucheries en fait. On peut pas continuer de les laisser. Il faut que les hommes, il faut que les partenaires maintenant, ils se rendent compte qu'ils poussent leurs partenaires sur des zones à risque, clairement, parce qu'ils ont peur. Ils se disent, non mais va dans la structure et laisse faire tout le protocole. Je précise évidemment que je parle de grossesse à bas risque. Hein, on est d'accord. Et qu'on transforme ces accouchements qui au départ sont tout à fait top en catastrophe. Ouais. Où le partenaire se sent impuissant. C'est ça. J'ai vu une question passer là, quelqu'un qui disait, à part les serviettes, en quoi étais-tu actif? En fait, je dirais, c'est subtil, parce que tu es actif en fonction des besoins de ta femme. Et il faut que tu les captes. Parce que il faut pas parler, il faut pas la déranger, il faut la laisser dans sa bulle, mais toi, il faut que tu captes. Si elle a soif, il faut pas qu'elle te dise j'ai soif. Et en même temps, tu peux pas lui mettre la paille presque dans la narine pour lui dire chérie, si tu veux boire, c'est là. C'est plein de choses, de moments comme ça pour son confort, comme pour donc changer les serviettes, lui proposer à boire sans lui dire, et parce qu'il y a des moments où si elle a pas soif, c'est presque qu'elle peut te mettre un coup de poing si tu lui proposes, parce qu'elle aura pas envie de dire non. Mais le seul truc qui pourrait venir, c'est peut-être un élan comme ça, mais il faut pas arriver à ça puisque ça peut la faire sortir de sa bulle. Et il y a plein de choses comme ça. Par exemple, il y a l'histoire de la lumière. Parce qu'à un moment donné, alors je sais plus à quelle heure c'était, mais le jour s'est levé, puisqu'effectivement, au mois de septembre, vous pensez bien qu'à partir de 8 heures, par là, le soleil se lève. Et à un moment donné, je t'ai dit, éteins la lumière. Ouais. Et voilà, ça c'est un exemple de ce que tu as fait justement quand on dit de préserver l'espace, le gardien du temps. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Tu te souviens de ce moment-là? Je me souviens. Ça, c'était pour moi un des moments où ça a été ma plus grosse urgence de cet accouchement. Mais parce qu'il y a un moment donné où tu me dis, désespéré, éteins cette lumière. Et je me dis, de quelle lumière est-ce qu'elle parle? Et je regarde, il y en a qu'une, et on a une porte d'entrée juste à côté, une vitre sablée, où le soleil était en train de passer à travers. Et je sais pas si vous imaginez, mais la taille de la porte, du coup, sur 2 mètres, il y a une bande de lumière, et c'est le soleil. Je peux pas éteindre le soleil, j'ai rien pour. Et du coup, à ce moment-là, il a fallu que je me dise, qu'est-ce qui fait ma taille et que je pourrais mettre là contre là d'un coup comme ça. Et puis, j'ai pensé à un matelas.
Donc, je suis monté à l'étage chercher un matelas que j'ai descendu en catastrophe avant la contraction suivante pour être présent là pour toi. Et puis, ça s'est bien concordé. Je suis arrivé, je l'ai flanqué contre la porte et puis ça a pu rendre cette luminosité-là complètement éteinte, quoi. Mmh. Ouais, mais ça a été parce que, en fait, quand on le vit, on se rend compte à quel point c'est capital. Là, ça peut paraître peut-être un détail. Oui, bon, il y avait un peu de lumière. Mais en fait, moi, ça m'a vraiment perturbée parce que à ce moment-là, il faut savoir une chose, c'est que j'étais à 4 pattes dans une piscine, sur le rebord. À la moindre pause, je m'éclatais la tête dans le rebord. Et pendant les contractions qui devenaient de plus en plus intenses, eh bien, je faisais des sons très graves et j'étais vraiment dans ma bulle. Je sentais que ça commençait à devenir sérieux. Et donc, le moindre rayon de lumière ou la moindre lumière ou qu'on vienne, ça pouvait, je savais que ça pouvait m'allumer justement mon néocortex, le cerveau qui nous fait réfléchir et qui, lui, inhibe le processus involontaire de l'enfantement. Donc, c'est pour ça que être actif pour un partenaire, comme tu l'expliques justement, c'est veiller à ce que tout soit préservé et que la femme qui accouche, si tout d'un coup elle grogne, puis qu'on sent, parce que justement on vit avec, c'est parce qu'elle a soif, on lui donne à boire. Si on sent que c'est parce que, je sais pas, il y a un truc qui dérange, euh, en fait, c'est vrai que c'est justement ce qui est extraordinaire, c'est que quand le partenaire est là et qu'il est à l'écoute, c'est très subtil comme tu le dis. Une personne qui connaît pas dans une équipe médicale la femme, elle peut pas deviner, elle peut pas sentir. Et c'est très subtil tout ça. Et c'est vrai que je peux vraiment témoigner cette sensation que tu étais là en fait. Tu étais là. Et je crois que c'est seulement vers la fin où à un moment donné, je sais pas ce que tu faisais à la cuisine. Et bon, en tout cas, je me souviens une fois t'avoir appelé pour que tu reviennes parce que là, je commençais à pousser de façon involontaire. Donc, par rapport au tabou de la naissance, toi, t'avais pas de peur particulière? Non. Non, Je t'avais quand même dit, je risque de t'insulter, je risque enfin, ça risque d'être oui, bah si ça tel te quel. permet tu vois, de lâcher des trucs, vas-y, fonce. Non, j'avais pas de peur particulière. En fait, il y a vraiment un moment donné où je m'étais dit, de toute manière, aujourd'hui, on parle de ça, enfin, à ce moment-là, on était en 2021, mais ça fait combien de siècles que des femmes ont accouché, il n'y avait pas d'hôpitaux, etc. Et voilà, donc, moi, je suis assez comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bien, on a des hôpitaux, oui, mais j'avais pas la peur. C'est pas, on n'arrive pas là, et ça fait pas un siècle que les femmes commencent à accoucher et puis qu'on a besoin des hôpitaux obligatoirement. Donc non, j'avais pas de peur. J'aimerais qu'on parle de la phase de désespérance. C'est la phase critique qui fait peur à toutes les femmes, à juste titre, parce que effectivement, c'est là, si on peut donner un repère en termes de dilatation du col, même si vous savez que j'aime pas trop faire ça, mais on est plus ou moins autour des 8 cm. C'est plus ou moins par là, hein. C'est pas à 4 cm qu'on est en phase de désespérance. Il y a une question, je sais pas si du coup tu veux la lire pendant que je parle de ça, mais en fait, j'ai eu, comme vous êtes nombreux à m'écrire, j'ai eu souvent ce feedback-là. Des femmes qui, justement, en pleine phase de désespérance, ou on l'appelle aussi la phase de transition, c'est là où justement on n'en peut plus, les contractions deviennent super intenses. Et c'est là où la femme, elle dit, je vais mourir, je n'y arriverai jamais, soulagez-moi, faites ce que vous voulez. C'est souvent là que même les plus motivés demandent la péridurale. Et les témoignages souvent que vous m'avez fait, c'est que pour celles qui voulaient accoucher à la maison, les partenaires qui n'étaient pas prêts, c'est souvent là où justement ils pensent que la femme veut vraiment avoir ce qu'elle demande. Alors qu'en réalité, tout ce dont elle a besoin à ce moment-là, c'est que l'homme et le partenaire lui disent tu es capable. Ça te parle ce que je te dis? T'étais prêt à ça? J'étais prêt à ça parce que je savais et c'est ce moment-là que j'attendais, où je m'étais préparé pour, à ce moment-là, en fonction de ce que j'allais ressentir avec toi, de t'apporter un soutien à ce moment-là, de te rappeler que tu es capable, de te rappeler que
toutes les 4 secondes dans le monde, il y a un bébé qui naît. Oui, je me Ouais, souviens que je t'avais dit, rappelle-moi ça, ouais. de me connecter avec les autres femmes qui accouchaient en même temps. Mais t'as pas eu besoin de le faire. Non, J'y ai non. pensé. Ouais, j'ai pas eu besoin de ça et non, c'est Tu te souviens de ce moment où j'étais dans cette phase d'espérance que ouais. j'ai dit? Ouais. Ce que tu as dit, les anges aidez-moi. Ouais. Ouais, alors ça, bah, c'est mieux que ce soit moi qui dise. Parce que bon bah moi je suis pas très spirituel ou quoi. Bon, c'est comme ça. Mais il y a un truc que je peux témoigner à ce moment-là, c'est que tu m'avais demandé de mettre 4 pierres au fond de la piscine. Des pierres, oui, j'avais mis améthyste, quartz rose, grenat et cristal de roche. Voilà, je les avais disposées. Et c'est vrai qu'au moment où tu as dit les anges aidez-moi, on a les stores en fait chez nous, c'est des lamelles métalliques les unes sur les autres et puis c'est retenu par des fils des deux côtés et donc il y a des trous qui laissent passer les fils. Il y a un trou qui a laissé passer le rayon du soleil à ce moment-là. Le rayon du soleil passe à travers la piscine qui était légèrement violette mais transparente. Et il est venu pile éclairer sur une des 4 pierres que tu m'avais fait mettre là. Et c'est au moment où tu as dit cette phrase, les anges aidez-moi. Et ça, ping, il y a un truc qui est arrivé là. Alors ok, moi je suis pas là-dedans, mais je dois dire que ça s'est passé comme ça, ouais. C'est extraordinaire, quoi, comme. J'avais pas identifié sur le moment que c'était ma phase de désespérance, mais en faisant le feedback dans ma tête quelques jours après, j'ai identifié ça à ce moment-là. Et quelqu'un m'a demandé aussi comment j'ai pu avoir les horaires, comment j'ai fait pour noter les horaires. Alors en fait, c'est qu'avec la sage-femme, eh bien, on a repris tout le déroulé de l'accouchement parce on en parle très peu parce qu'elle Ouais. était quasiment pas avec nous pendant tout Ouais. Mets-toi à côté de moi, tu sors trop du cadre. Il est grand, il faut le rentrer, il fait presque 2 mètres parce qu'elle a un gros bébé. Elle était pratiquement tout le long dans la salle de bain des visiteurs à l'entrée et elle a fait beaucoup de travail à l'oreille. Et ça, j'en ai aussi beaucoup parlé dans mes vidéos et aussi dans les podcasts de la préparation, qu'un professionnel averti, il sait reconnaître l'avancée d'un travail au son que la femme, elle fait. Donc, elle a noté énormément de timing, c'est très précis. C'est pour ça que dans le récit de naissance du livre, je parle, par exemple, à 8h33, première poussée. Donc, évidemment, moi, j'étais complètement déconnectée de la réalité. Je captais plus rien, comme elle le dit. Ouais. Ça me fait toujours rire. Et 8h33, c'est son rapport à elle. Donc, je me fie au timing de notre sage-femme. Ton souvenir par rapport à cette poussée, parce que là, justement, on a parlé pas mal des contractions, tu étais là, bon, c'était plus, on va dire, dans le flow, dans la piscine, avec des sons graves, avec une ambiance, tu sais pas combien de temps ça dure. Bon, puis à un moment donné, tu as senti que ça partait dans un autre rythme. Oui. Ouais. Alors, je précise que, Pascal, tu t'étais formé aussi, tu savais ce qui allait venir. Ouais. On avait noté les timings sur le frigo phases, aussi. Ouais. Voilà, ce qui va venir à partir de les pauses, à partir d'un moment, vont se faire plus petites, etc. Une fois que j'ai demandé l'aide des anges et puis qu'il y a eu ce phénomène assez particulier qui a été vécu, tu as senti que j'ai commencé à pousser toute seule. Ouais. Tu as quoi comme souvenir de ce moment-là? Ben, j'étais toujours dans la piscine, je précise. Oui, toujours, jusqu'au bout. Mais une accélération, en fait, des choses. Je crois que c'est peu de temps après ça que tu as commencé aussi à dire que ça brûle. Oui, c'est vrai. Et je savais pour moi, par rapport aux phases qu'on avait vues, que ça brûle, c'est qu'on y arrive là. Ça y est, c'est la tête commence à arriver. Le bébé va sortir dans peu de temps. Et j'ai senti qu'à ce moment-là, c'est vrai que c'était plus les mêmes tonalités, c'était plus rapide. On sentait une accélération des choses. Ouais. Les cris étaient différents par rapport à quoi? Comment ils étaient? Je crois que ça finissait plus aigu. C'était plus aigu? Ouais, c'était plus aigu. Tu m'avais dit une chose qui m'a beaucoup aidée aussi, je me souviens, quand on préparait cet accouchement. C'était une vidéo, je me souviens, d'ailleurs, si vous regardez des vidéos de Freebirth ou justement des moments en totale liberté pour enfanter, on remarque souvent que les femmes crient beaucoup dans la partie d'émergence du bébé. Et toi, tu m'avais dit, oui, mais en fait, on voit bien que ces femmes-là, ce ne sont pas des cris de souffrance, ce sont des cris
comme si tu arrives sur le champ de guerre et tu te donnes le courage. Ouais. En fait, du coup, comme j'avais pu regarder ces fameux reportages de nouveau qui se passent pas très bien, et j'entendais des femmes qui criaient où tu sens que ça se passe pas bien. Enfin, tu sens que Elles sont en détresse. ouais, c'est exactement, elles sont en détresse. Tu le sens, tu l'entends. Et quand on a regardé ensuite d'autres choses, des reportages, mais qui étaient filmés par les gens eux-mêmes, parce que je crois que rares sont les équipes de télé qui font filmer les accouchements à la maison, mais quand on a vu ça, c'est vrai que ça m'a frappé. Je me suis dit, ben en fait, de ce que j'entends, de ces cris des femmes à ce moment-là, j'ai pas la sensation qu'elles sont en détresse. J'ai l'impression qu'elles s'encouragent. C'est à chaque fois, on remet la gomme, quoi. Tu vois, ça y va. Et tu te souviens que je t'ai un peu arraché la peau du cou quand même, hein? Oui, bah là, à la fin, ouais, tu m'as serré, ouais, tu m'as serré très fort, ouais, ouais. Est-ce que tu te souviens d'avoir touché à un moment donné la tête du Oui, bébé? oui, et là, à ce moment-là, je savais pas. En fait, notre sage-femme nous demande tout doucement, elle me dit, est-ce que tu veux toucher la tête du bébé? Et c'est-à-dire, c'est c'est particulier. Et en fait, je me suis dit, bah après tout, ouais, on est dans un truc trash, mais moi j'ai envie de le vivre aussi du plus que je vais pouvoir. Et puis ben mince quoi, ouais, oui en fait, oui je veux. Alors du coup, elle m'a dit bah passe ta main dessous et je me souviens avoir, c'était étonnant parce que je savais pas à quoi m'attendre, mais en même temps j'ai été surpris par le fait que à ce moment-là j'ai très vite senti la tête d'Evie. Il y a eu, parce qu'effectivement, tout à l'heure, comme je vous disais, la sage-femme nous a énormément laissé seuls. Et par contre, quand j'ai commencé à avoir les cris qui changeaient et puis que je disais ça brûle, enfin, j'ai le souvenir vraiment que ma mâchoire était complètement anesthésiée. Donc, je pense que je disais plus ça brûle, ça brûle. C'est ça. Et en fait, je me souviens qu'elle a mis sa lampe frontale avec l'élastique. Ouais. Et elle s'est placée derrière moi. Et là, il y a une partie de moi, j'ai senti Ouais. que ok, il y a quelque chose qui arrivait parce que moi je captais mais plus rien. Ouais. Et ça poussait tout seul. Ça, Ouais. je l'ai vraiment allé voir la capsule sur la poussée réflexe, le réflexe d'éjection du fœtus, c'est extraordinaire. Il y a une personne qui demande si ça ne t'a pas angoissé de regarder des reportages quand ça se passe mal. Alors ça, on en a déjà parlé. Ouais, on en a parlé un peu et avant. Vraiment, je vous encourage pas du tout, les amis, à regarder ça. Vraiment pas du tout, du tout. Non, mais vraiment, sauf si c'est dans un cadre de recherche ou pour comprendre vraiment l'effet toboggan, parce que ça, c'est imparable. Mais vraiment, 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 je vous en supplie, ne faites pas comme Pascal, parce que Pascal, c'est différent. Il est un peu extraterrestre pour ça. Et non, mais c'est vrai, tu as l'habitude, puis tu as travaillé aussi beaucoup sur le terrain, comme je disais tout à l'heure. Donc vraiment, à ne pas faire. Ouais. Sauf si, effectivement, bon, c'est encore différent. Donc, tu as touché et ça, je me souviens à ce moment-là que tu m'as dit, je crois, elle est là, en fait. Elle est vraiment pas loin. Oui, c'est ça. Ça m'a surpris parce que, voilà, je sais. Mais bien sûr que c'est le processus. Je veux dire, ça fait quelques heures qu'on est là. Le but. Mais tu as réalisé à ce moment-là. Mais oui, j'ai réalisé à ce moment-là que ce petit être-là qui nous mettait des coups de pied à longueur de temps et bah, la tête était là, quoi, en train d'arriver. Et donc, comment t'as vécu? Tu t'as envie de raconter le moment où elle est sortie? Donc moi, j'étais toujours à quatre pattes. Ouais. Donc la tête en dehors de la piscine, quasiment. Toi, t'étais face à moi et donc tu voyais par-dessus mon dos. Je suis en train de me faire bouffer par les fourmis. On est un peu dans la jungle. On a déjà de la chance que le réseau est tenu. Donc merci les anges aussi, là, du coup. Comment t'as vécu? T'as envie de raconter ce moment-là? Ben en fait, à ce moment-là, c'est vrai que donc il y a notre sage-femme qui est juste derrière toi. Et puis, bah, quand il y a cette dernière poussée, là, ça fait un dans la piscine. À ce moment-là, c'est vrai que, bah voilà, je vois apparaître un petit bébé, quoi. Et sous l'eau. Oui, qui était toujours dans l'eau. Et c'est très spécial parce qu'à ce moment-là, je sais pas à quoi m'attendre. C'est mon premier. Et d'ailleurs, notre sage-femme nous avait demandé si je voulais le prendre moi, le bébé, à ce moment-là. Et
Et j'ai toujours eu cette peur de que le bébé soit trop fragile et d'être maladroit. Et j'allais dire, on verra sur le moment, mais je suis pas sûr de moi là pour le coup. Il va me falloir quelques étapes. Et en fait, j'étais pas sûr même encore à ce moment-là d'être vraiment de réaliser ce qui était en train d'arriver vraiment. Parce que avant, quelques heures avant, on était encore 2 dans la maison. Et là, il y a un moment donné où plouf, comme ça, et puis la sage-femme qui la réceptionne. Et là, on est 3. Et on est 3 pour tout le temps. Et du coup, c'est très particulier de voir ça. Et je savais donc pas vraiment à quoi m'attendre, mais bah, elle est là, quoi. Et d'ailleurs, je t'ai dit, elle est là parce que à ce moment-là, tu l'as pas réalisé. T'étais tellement dans le truc. Ah oui, vous m'avez dit trois fois. 3 fois, on t'a dit, elle est là. Emma, elle est là. Alors moi, j'étais, je sais pas où, mais en tout cas, Ouais. Et c'est vrai que comme je savais que tu étais là, je me suis complètement reposée sur ta présence. Donc, je sais pas, je suis partie vraiment dans des mondes invisibles. Je suis partie très loin. Ouais. Et je t'entends encore dire, elle est là, elle est là. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'explique dans le livre. Oui, parce qu'en même temps, je te disais, elle est là parce que il fallait que tu saches, c'est parce que en plus de ça, il fallait que tu m'aides là, il fallait que tu la prennes toi, parce que moi j'avais trop peur de voilà. Maintenant, non, j'aurais plus peur. Maintenant, je sais. Maintenant, ça va. Maintenant, je sais changer des couches avec une main s'il faut, tout est facile. Mais au début, non, j'ai peur. À ce moment-là, ouais, il fallait que voilà, on ait ça ensemble. Il fallait que tu comprennes aussi. Ouais. Il y a quelqu'un qui t'a demandé, est-ce que tu penses que sans sage-femme, tu serais resté serein? Oui, oui. Je sais pertinemment que je serais resté serein. Par contre, du coup, n'ayant plus le choix, oui, ça nous pousse oui. Dans nos compétences. Oui. Mais en fait, c'est vraiment ce qui s'est passé avec notre sage-femme, avec Nathalie. C'est ce qu'on rêverait qu'il se passe dans les hôpitaux, en fait. C'est ça. C'est qu'elle était là, mais sans être là. Et c'est tellement rassurant de savoir qu'il y a quelqu'un comme ça qui, en plus, respecte tellement ça, ce process-là. Et tu te dis que, elle peut intervenir s'il y a le moindre truc. Alors, oui, je serais resté serein, mais je sais pas dans quelle mesure et comment j'aurais géré les choses s'il y avait eu quelque chose. Parce qu'on va pas se mentir, hein. À un moment donné, si le bébé arrive en siège ou ce genre de choses, je peux pas, à quoi je peux prétendre là, je sais pas. Mais nous, tout était au vert, et c'est important de le dire à chaque fois. Tous les voyants étaient au vert, et du coup, moi, j'étais relax et serein par rapport à ça. Et si la sage-femme n'avait pas été là, j'aurais été quand même confiant. Jusqu'au bout, j'aurais été confiant, ça c'est sûr. D'ailleurs, je le dis souvent, c'est le plus beau cadeau qu'un partenaire peut faire à sa femme, c'est de lui dire t'es capable, et de le penser surtout, parce qu'encore une fois, le message énergétique est capital. Qui a pris Evie dans ses bras? Alors du coup, j'ai dû faire une pirouette. Je me souviens, t'as passé ta jambe par-dessus le cordon. Le cordon, évidemment, parce qu'elle était attachée. Alors, je précise qu'un bébé peut naître dans l'eau, c'est pas du tout une catastrophe, parce que de toute façon, il est dans le liquide amniotique, donc lui, à la limite, il sent pas forcément une grosse différence. Une fois que le bébé sort et qu'il a sa première respiration, hein, donc là, évidemment, on le remet pas dans l'eau, hein, ça c'est logique. Mais donc Evie, elle a fait son petit cri. Moi, je l'ai pris assez rapide, enfin quasiment tout de suite, hein, l'espace de quelques secondes. Hein. Et donc je l'avais contre moi. Voilà, je suis restée un moment. Et d'ailleurs, il y a, je vais retrouver cette illustration de Raphaël Federici. J'en profite pour te faire un coucou, Raphaël. Je sais pas s'il a eu d'ailleurs son deuxième bébé, parce que Raphaël Federici, vous l'avez peut-être connu. Il illustrait il faisait plein de dessins dans les lives des décodeurs, et c'est donc Raphaël qui a fait aussi les dessins de ce livre au départ. Non. Tu cherches là où on est tous les deux? Oui. Ouais. J'aime bien cette illustration, je lui ai fait refaire plein de fois. Ah voilà. En fait, je m'y mets vous voyez, c'est Raphaël qui a fait l'illustration de ce moment-là, donc on voit que j'ai Evie face à moi, parce que c'est exactement la position qu'on avait. Exactement celle-ci. Et oui, j'ai des larmes qui coulent sur mon visage. Oui.
C'est vrai, hein, c'était difficile d'expliquer à Raphaël les émotions qu'on a ressenties et aussi, tu sais, ce dessin-là. Voilà, ça c'est vraiment, j'adore cette illustration parce que on l'a refait plein de fois et c'est vraiment juste après ce moment où on voit que le corps se redresse pendant Ouais. la partie qui est plus justement avec cette teinte d'adrénaline où il y a cette poussée réflexe. Puis, c'est extraordinaire. Franchement, justement, on arrive à la fin de ce live. Je voulais te demander, Pascal, quel était ton meilleur souvenir de cette naissance d'Evie? Alors, juste avant, parce que je trouve ça important de répondre, Saïtik qui a demandé, est-ce que tu n'étais pas perdu avec le cordon, le placenta et tout ça? Alors, c'est bien de le dire, justement. T'as envie peut-être d'expliquer comment ça s'est passé après? Alors, à ce moment-là, on peut pas être encore perdu avec, en tout cas, le placenta, parce que le placenta est toujours dedans. Mais avec le cordon, en l'occurrence pour nous, non, c'est allé assez simple. Emma a juste enjambé, elle a passé sa jambe par-dessus, donc la sage-femme tenait toujours le bébé dans l'eau, dans la piscine. Elle a simplement pivoté et c'est allé tout seul. Donc non, par rapport à ça, non, à ce moment-là, en tout cas, on ne peut pas être perdu. Non, alors effectivement, on est resté dans notre bulle. Tu te souviens que on était que les trois à ce moment-là avec Evie, donc toi, moi, Evie. Ouais. La sage-femme s'est retirée. On est resté 5-10 minutes comme ça. Ouais. Ensuite, je suis sortie de la piscine et tu avais préparé un matelas par terre à côté de la piscine. Oui. Et ça vraiment, si vous accouchez à la maison, je vous encourage à faire ça. C'était super idée. Alors évidemment, il y avait des bâches de plastique partout, des trucs pour faire la peinture, vous savez, pour pas abîmer les meubles. Enfin, c'était vraiment, on s'était préparé comme si on allait exploser des pots de peinture dans la pièce. Mais c'est vrai que ce matelas était vraiment le bienvenu. Ouais. Donc, je me suis couchée sur ce matelas avec Evie sur moi. Ouais. Évidemment, j'étais toute nue, Evie était toute nue. Bon, toi, t'as eu le réflexe d'enlever ta chemise ou ton t-shirt, tu te souviens? Oui. Oui, hein, parce que le pot à pot à ce moment-là, au cas où, il faut, voilà, puis, c'était un bon réflexe. Ouais. Et donc, j'ai ensuite, alors ça, faudrait que je reprenne le timing, mais ça, pareil, je pense que ça va pas faire une grande différence. Et Eric qui a demandé combien de temps avez-vous gardé le cordon relié? Eh bien, on a attendu déjà que quand arrête de battre. Ah oui, ça c'est sûr, mais le cordon arrête de battre assez rapidement. Eh bien, je crois que c'était la délivrance. Ah, j'ai un doute, faudrait que je reprenne les moments, mais c'était peut-être 30 minutes après. Moi, à peu près, c'est ça. C'est à peu près 30 minutes après, ouais. Voilà. Ouais. Et donc, à ce moment-là, on n'a pas fait un bébé lotus. Donc, c'est toi qui as coupé le cordon. Oui, oui. Et ensuite, moi, je suis allée me doucher. Donc, je suis montée à l'étage. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire parce qu'on est tout de suite sur pied, hein, avec la sage-femme qui voulait quand même rester avec moi en me disant non, mais on a de la visite. Et toi, tu es resté en bas avec Evie. Ouais. Il s'est passé quoi pendant ce temps-là? Parce que moi, du coup, j'étais pas là. Quand je suis resté avec Evie, ça fait partie aussi des moments où c'est ma toute première fois. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure et j'ai peur un peu, tu vois. Donc toi, t'es monté prendre la douche et moi, je suis resté avec elle. En peau à peau. En peau à peau, elle était sur moi et puis elle était toute à moitié endormie, puis à moitié on voyait ses yeux qui s'ouvraient tout doucement, qui essayaient de comprendre ce qui se passe ici. J'ai changé de chambre. J'ai quitté le berceau piscine. Et puis c'était tellement bon ce moment-là de la voir. Elle est toute toute inoffensive. Elle est là et c'est vraiment un moment. J'avais en même temps très peur tout de suite. J'avais peur qu'elle bouge peut-être et que je sache pas quoi faire. Je suis papa depuis quelques minutes. J'ai pas suivi de formation particulière, alors on va voir. Et en même temps, c'est tellement un bonheur dingue. Et puis on réalise à ce moment-là, on se dit mais écoute, maintenant que c'est fait, réalise que on l'a fait à la maison. C'est extraordinaire, quoi. On est dans notre cocon. C'est animal aussi quand même. Oui, c'est aussi d'avoir son petit mammifère. Ah oui, il y a un truc très primitif là, ouais. Et bon, toi, du coup, tu peux pas comparer avec une expérience en structure hospitalière, mais il y a un calme qui est assez dingue parce que il y a pas de pleurs, il y a pas de cris. Enfin, en tout cas, nous, on l'a pas vécu comme ça. C'est très serein, en fait. C'est très zen. Il y avait toujours la musique des anges derrière. Ça, c'est avec vrai. Les bougies. C'était très zen comme moment. C'est vrai que
avant ça, c'était vraiment la guerre, tout ça. Et ensuite, bah, on a gagné la guerre et tout est calme. C'est vrai que ça fait vraiment un bien incroyable. Ça vient, je sais pas, ça vient tout consolider aussi le reste. Ce calme-là fait vraiment du bien d'être encore un peu dans cette atmosphère-là, ouais. Alors, tu te souviens, parce qu'on me demande aussi, alors oui, donc le matelas, effectivement, on l'avait mis parce que je m'étais dit, bon, peut-être que j'aurais pas envie de rester tout le long dans l'eau. Au final, je suis restée tout le long dans l'eau, mais tu m'avais installé ce matelas pour que je puisse choisir. Ouais. Et en l'occurrence, on l'a utilisé effectivement après coup, une fois qu'Evie est née, pour s'allonger. Donc, elle était contre moi au début, après contre Pascal, le temps que je fasse ma douche et que je revienne. Ouais. Et puis, il y a une autre personne. Alors, est-ce que j'arrive à revoir quand et comment as-tu expulsé les placentas? J'étais sur une chaise percée, tu te souviens de ça? Ouais. Comme des petites toilettes. Comme un une peu. toilette pour enfants. Avec ouais, avec une espèce de saladier en inox dessous. Ouais. Et toi, t'avais Evie dans les bras à ce moment-là. Juste à côté. Je sais que pour notre sage-femme, ça a été un moment très très difficile à gérer parce qu'en fait, elle nous l'avait pas dit, mais elle avait vécu une hémorragie de la délivrance quelques semaines avant. Et tu te souviens, tu m'as dit, c'est le seul moment où j'ai senti une sage-femme un peu stressée, c'était à ce moment-là. Et la pauvre, elle nous l'avait pas dit parce que elle avait pas envie de nous faire peur. Mais on sentait qu'elle avait été assez impactée par cette histoire parce qu'en fait, elle s'était retrouvée dans une situation où elle n'a pas pu compter comme elle l'aurait voulu sur les urgentistes. Alors, je vais pas rentrer dans les détails parce que évidemment, j'ai pas envie qu'il y ait des histoires et puis voilà. Mais disons que c'était pas du tout de sa faute et quelque chose qui aurait passé comme une lettre à la poste dans un cadre où justement les équipes médicales sont là. Là, elle a été un peu laissée tomber par justement, tu te souviens de cette histoire, et ça l'avait pas mal perturbée. Donc, je me souviens de ce moment-là où je sentais qu'elle avait besoin maintenant. Donc voilà, parce qu'elle n'avait pas non plus envie que je perde plus de sang que ça. Moi, j'étais hyper relax. En plus, est-ce que tu te souviens, attends, il y a pas mal de questions, mais est-ce que tu te souviens qu'à ce moment-là, quand j'étais en train de délivrer mon placenta sur cette chaise percée, tu étais au téléphone avec Édouard Broussalian, notre ami médecin, vous le connaissez peut-être, le grand pont de l'homéopathie. Et donc, Édouard Broussalian était sur haut-parleur avec Pascal. Il venait d'être papa encore 5 jours avant nous. Et donc, on avait suivi avec son épouse nos grossesses en parallèle. Et c'était improbable parce que moi, je me vois encore dire silence en train de crier pour pas être perturbée, pour que je puisse finir mon accouchement parce que j'avais dit, tu te souviens, rappelle-moi si tout d'un coup je commence à trop parler que mon accouchement sera terminé quand j'aurai délivré mon placenta. Tu te souviens, tu l'as vu le placenta? Ça t'a fait quoi? Oui, ça fait bizarre de se dire waouh, il y avait tout ça dedans. Tu comprends pourquoi j'en pouvais plus, hein? Bah bien sûr, non, c'est vrai que ça part de rien. À la base, ça part d'une petite cellule et ça finit vraiment par quelque chose de costaud. Dingue, quoi. Avec les artères, les veines. Et moi aussi, j'ai eu, c'est peut-être mon moment le plus délicat de l'accouchement. C'est-à-dire? Ben, le fait de se dire, c'est vrai que quand on regarde de nouveau la télé, les séries, etc., tout ça, on a la sensation que le bébé sort, faut qu'il gueule, comme ça on se dit c'est génial, il est en bonne santé, et après vous pouvez rentrer à la maison. Et en fait, c'est vrai qu'on n'a jamais l'habitude de se dire mais là c'est pas fini, il y a encore, il y a le deuxième bébé à sortir, il y a le placenta maintenant qui va devoir sortir, parce que ça peut être, après derrière ça peut être aussi potentiellement dramatique, peut-être. C'est ça, c'est qu'en fait, la vraie partie délicate d'un accouchement, s'il y en a une, c'est pas justement quand on a des contractions ou quand on pousse réflexe, parce que là, la nature, elle fait les choses toute seule. C'est justement qu'à un moment donné, il faut que l'utérus se remette à contracter, et c'est là l'urgence absolue de préserver cette ocytocine, parce que c'est elle qui, de nouveau, va relancer les contractions, et donc redynamiser l'utérus pour qu'il ferme toutes les valves, en fait. Oui, on a toujours le placenta. Je vois qu'il y a beaucoup de questions. Il faudra qu'on refasse des directs puisqu'on va s'arrêter bientôt là. Mais si vous avez envie, parce que je vois qu'il y a énormément de questions sur l'accouchement, on va refaire
un direct dans lequel je pourrais peut-être plus vous raconter justement cette naissance, parce que pour le moment, on la découvre que dans le livre et dans la préparation en ligne. C'est vrai que on a fait tellement de choses que je me rends compte qu'on n'a pas fait de vidéo sur le récit de naissance à proprement parler. Ouais. Donc, ton meilleur souvenir, est-ce que tu en as un qui te vient comme ça de cet accouchement? Je peux pas dire que j'ai un meilleur souvenir parce que ça écraserait les autres et franchement, j'ai une succession de meilleurs souvenirs. Tu sais, mais c'est même depuis le début, à partir du moment où je mets l'eau dans la piscine, c'est déjà un super souvenir parce que je me dis, ok, on y va là. On est parti et je sais pas ce qui va se passer maintenant. Mais déjà là, c'est un super souvenir. Quand après, je suis là à te faire boire ton jus d'ananas et puis que tu me tiens et tu me sers, je sens que tu as besoin et que ça se passe, ça évolue. Ça, c'est aussi des super souvenirs. Après, quand il y a Evie qui arrive, c'est encore un super souvenir. Après, derrière, quand je l'ai contre moi, c'est un super souvenir. La délivrance du placenta, tu vois, c'est toute une succession. Est-ce que tu as l'impression que ça t'a donné confiance en toi? D'avoir été la personne qui était mon arbre, mon gardien du temple pour justement ton rôle de papa. En fait, je vais te dire, je dirais plutôt que ça m'a surtout donné confiance en nous, ensemble. Parce que j'ai vraiment, tu vois, j'ai pas accouché moi à proprement parler, mais j'ai vraiment eu cette sensation de t'accompagner, de vouloir ressentir à chaque moment ce que tu étais en train de ressentir pour essayer de faire au mieux pour ton confort de ce moment-là. Et j'ai pas eu la sensation qu'il y a eu toi qui accouche d'un côté et moi qui, on va dire, surveille de l'autre. J'ai vraiment eu la sensation qu'on était ensemble. C'est la façon dont je l'ai profondément ressenti. Et du coup, ça m'a vraiment donné après cette confiance que déjà j'avais avant. Parce qu'on part de là. Moi, j'avais déjà confiance en toi et je savais qu'en t'épaulant, on pouvait le faire. Et là, ça venait marquer ce que je savais déjà, mais ça le renforce, quoi. C'est vrai que ça renforce le nous. Ouais. Et après, oui, moi aussi, parce que j'ai pris une expérience en vivant ça, qui fait que aussi, oui, de nouveau, tu sors d'une zone de confort incroyable et donc de nouveau, tu progresses. Ouais. Il y a aussi une question qui me vient. Ça va être une des dernières, les amis. Si vous avez des questions, profitez peut-être pour en poser là. Et sinon, on devra le faire dans une prochaine fois parce que le temps file. Justement, vous êtes beaucoup de femmes à me dire, Emma, j'aimerais bien accoucher à la maison, mais je sais pas comment convaincre mon partenaire. Qu'est-ce que, toi qui es un homme, justement, qu'est-ce qu'une femme peut dire pour peut-être rassurer son conjoint? Qu'est-ce qu'il faudrait faire quand ça se présente comme ça, où justement le partenaire il a peur, il sait pas trop, oui, peut-être qu'il s'investit pas des masses parce que voilà, souvent aussi c'est aussi une réalité. Ça reste abstrait tant que le bébé est pas là. Donc encore une fois, il faut vraiment se préparer. J'insiste vraiment sur le rôle capital d'une préparation à la naissance pour le partenaire, si on a envie d'être dans cette physiologie de la naissance, parce qu'on est programmé à penser que ça se passe d'une certaine façon. Vraiment, allez voir les capsules Faux Départ si vous les avez pas encore vues. Et je peux que vous encourager, évidemment, à lire mon livre et à aussi rejoindre la préparation en ligne. Mais qu'est-ce que toi, comment justement une femme, elle peut s'adresser à son conjoint? C'est délicat cette question-là parce que franchement, ouais, j'ai pas de réponse parce que je pense que ça dépend vraiment des peurs de chaque homme là-dedans. Il y a quelqu'un qui dit que vous me réconciliez avec l'accouchement et beau cadeau, merci. Un compagnon présent, tu redors mon image de l'homme. Merci Pascal, tu reconstruis des choses. Éric Olivier, que je salue d'ailleurs, parce que j'ai déjà échangé avec lui par mail. Ah ouais. Mais malheureusement, je sais pas quoi conseiller. Si ce n'est la formation Faux Départ. Oui. Mais c'est vrai, parce que le seul truc que je pourrais conseiller là, c'est peut-être de faire en sorte que les hommes se renseignent finalement sur ce que ça peut être comme moment. Et après, je sais pas, moi je suis comme ça. Moi j'ai envie de compter sur moi plus que sur les autres.
j'adore l'autonomie, j'adore toutes ces choses-là. Mais peut-être que c'est parce que je suis comme ça que ça a été facile pour moi. Peut-être qu'il y a des gens qui ont peur de ça et je sais pas comment faire si ce n'est que de conseiller aux femmes de mettre les conjoints sur des pistes comme ça de documentaires, de formations, que ce soit la nôtre ou d'autres. Mais Alors j'en profite, si vous avez, tu parles de documentaire, pour faire un gros bisou à Sylvie Ninanar de Faut pas pousser, parce que vraiment, vous la découvrirez si vous la connaissez pas dans l'épisode 18. Donc le prochain, c'est avec Jacqueline Lavillonnière, il me semble, oui, de c'est Faux ça. départ. Oui. Et ensuite le 18, ça sera avec Sylvie, donc salut Nina. Allez voir justement des documentaires il y a aussi Entre leurs mains, que j'ai adoré, Orgasmic Birth. On fera sur notre site emacruzy.com dans tout l'univers Faux départ, parce que maintenant vous avez vraiment un univers à part entière Faux départ. Allez voir, c'est top, tout est bien mis. Et donc là, peut-être que tu pourras faire un récap des documentaires, des films à voir aussi, qui sont très inspirants. Vous avez 9 mois pour justement vous imprégner de tout ça. Ouais, c'est un bon conseil, ça. Oui, parce que pour moi, Sinon, c'est vraiment en fonction de chaque personne, c'est différent. Je pensais au cas par cas. Et puis sinon, faut écrire à Pascal. Il adore lire les emails pendant la nuit. Parce qu'il n'a pas besoin de dormir, Pascal. Ça, c'est... Ouais, non, mais vous pouvez faire ça, c'est vrai. Vous pouvez peut-être dire à vos conjoints de m'écrire. Je sais pas ce que je peux. prod@emacruzy.com. Voilà. En tout cas, les amis, on va s'arrêter là maintenant. Ça fait 1h15 que tu nous... Finalement, ça a été... Je parle. Pascal, il m'a dit non, il y aura pas de réseau, je suis sûre que ça va pas marcher, ça va très bien comme ça. Mais finalement, voilà, tu vois, on est super bien sorti. Ok. Merci en tout cas pour vos encouragements, les amis. Vous êtes très nombreux à nous dire que vous adorez les capsules de Faux départ. Celle-ci, vous pourrez la voir en replay, ce direct qu'on a fait avec Pascal. Ouais. Merci encore. Je sais que c'est pas simple, t'es en train d'ouvrir une voie parce que les partenaires, souvent, on les voit pas, on les entend pas. Et puis, je sais que tu avais adoré entendre un témoignage d'un Québécois quand j'étais enceinte. On avait bien rigolé parce que bon, là, en l'occurrence, on n'a pas voulu faire une vidéo spécialement drôle, mais il y a eu quand même des petits moments de l'accouchement qui ont été très drôles. Donc ça, on vous en reparlera. Mais vous pouvez donc revoir cette vidéo dans les replays. Je vais la reposter tout de suite sur Instagram. Et puis, si vraiment vous n'êtes pas encore inscrit à notre newsletter, vraiment allez-y parce que vous ne louperez rien. Et effectivement, on parle de programmation par rapport à plein de choses, l'histoire aussi, l'information. Ça, vous connaissez mes combats maintenant depuis un moment déjà. Et puis, Édouard Broussagnan, qu'on va bientôt revoir aussi. Ouais, aussi. Qu'est-ce que tu veux dire pour finir? Je vois juste qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent si tu vas faire quelque chose sur une capsule sur le placenta. Oui. Et j'en ai eu beaucoup de demandes aussi par mail. Oui. Et je sais que oui, tu vas faire quelque chose sur le placenta. Oui, et d'ailleurs, on parlait de documentaire tout à l'heure. J'ai été contactée par une jeune femme qui est cinéaste et qui est en train de préparer un documentaire sur le placenta. C'est extraordinaire. J'en parle aussi d'ailleurs dans mon livre sur cet organe extraordinaire qu'on utilise pour les cellules souches énormément dans les structures hospitalières. C'est une galère pour récupérer son placenta dans la plupart des cas. Donc vraiment, connaissez vos droits. Il y a la charte de la personne hospitalisée. J'ai mis tous les liens dans le bouquin, dans l'information. Donc vraiment, ça, vous pouvez tout. Mais on va parler évidemment de ça. Puis j'ai encore plein d'enquêtes à faire sur les suivis de grossesse. Je rappelle que j'ai fait un live qui est extrêmement utile sur les injections de sérum anti-D si vous êtes Rhésus négatif, les filles. Attention, posez-vous les bonnes questions avant de vous faire injecter quoi que ce soit. Donc, allez le voir, ce replay. Pareil, vous le trouvez en bonus dans la formation, on l'a ajouté, parce que chaque mois, quasiment, il y a des nouveaux bonus dans la formation. Mais vous pouvez aussi voir cette vidéo sur le site emacruzy.com. Donc, vous allez sur le site et vous inscrivez vous inscrivez à la newsletter comme ça, vous n'avez rien à faire. Vous recevez un email à chaque fois qu'on fait des nouveaux contenus et que Pascal nous fait des nouveaux montages, etc. Et moi, je vous retrouve bientôt dans un direct avec Sylvain Laforest sur les films propagande de guerre. On va s'amuser avec mon copain Sylvain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Il l'arrête pas 2 secondes. Et voilà, on se retrouve bientôt. Je n'ai pas pu dire bonjour à tout le monde, mais en tout cas, merci d'être toujours là.
Et bah moi, je dis merci parce que j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui m'ont dit bravo, etc. Donc merci beaucoup. Et puis je vais faire mon hémacrusie. Ah. Ouais, pour terminer. Parce que tu dis souvent aux femmes qu'elles sont capables, et moi je vais dire là, vu que c'est une spéciale homme, les gars, vous êtes capables. Ah, c'est chouette. Vous êtes capables. Ça, c'est chouette. Ouais. Bah ouais, vous êtes capables, et c'est vrai. Ça Ouais. fait une sacrée expérience de couple. Et pensez toujours à une chose, c'est que toutes les 4 secondes, comme tu l'as dit tout à l'heure, un bébé arrive sur Terre. Ouais. Donc, connectez-vous à la puissance, parce qu'il y a des choses extraordinaires à vivre, vraiment. Ça vaut la peine. Nous, en tout cas, on vous encourage. Et je le redis, pour ceux qui n'ont pas entendu, nous ont rejoints, j'aimerais faire une nouvelle édition du livre Faux Départ, parce que vous savez que c'est une grande collection qui s'annonce avec plein de thèmes, et j'aimerais en faire un avec les récits de naissance à la maison, ou en tout cas des naissances physiologiques. Donc, si vous avez envie qu'on mette votre témoignage dans le prochain livre Faux Départ, il faut nous écrire votre récit de naissance et nous l'envoyer par email à prod@hémacrusie.com. Les amis, un gros bisou. Et Pascal, un gros bisou. Gros bisous à tout le monde. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Pour aller plus loin, découvrez la formation en ligne Faux Départ, se réapproprier la naissance. Césarienne, position sur le dos, col qui ne se dilate pas, peur, panique, souffrance. Et si finalement on était tous programmés, avec nos fausses croyances qui nous rendent dépendantes et les hommes impuissants? Retrouvez cette formation, très facile d'accès. Vous pourrez avoir accès au contenu de façon illimitée. Les vidéos, les podcasts, entre nous. Vous allez vous déprogrammer et sortir de vos peurs, parce que vous allez comprendre que vous êtes capable. Cette leçon en vidéo et 13 en podcast. Tous les sujets concernant l'accouchement et toutes mes recherches, disponibles sur mon site hémacrusie.com et dans la barre d'infos de cette vidéo. Et n'oubliez pas, vous êtes capable.